Et maintenant, Manu, tu vas prendre la parole et nous parler de voiture autonome. Autonome, oui, c'est un grand sujet qui est très à la mode. On ne dit pas automatique, première remarque, parce que c'est déjà pris tout simplement, le terme automatique manuel, c'est pour les boîtiers de vitesse, mais pourtant ça devrait bien être le terme qu'on devrait utiliser. C'est des voitures qui peuvent fonctionner toutes seules, qui sont en automatisme. L'idéal étant qu'on sort de chez soi, on appelle une voiture, on lui donne une destination, elle nous prend, il n'y a même pas de volant à l'intérieur, mais cet idéal, on en est très loin, pour l'instant en tout cas, ne serait-ce que parce que personne ne lui ferait confiance, cette fameuse voiture sans volant. Non, ce qu'on a pour l'instant, c'est des gens qui sont en train de travailler, plusieurs équipes dans le monde entier, Japon, France, États-Unis, la Google Car parmi les plus connues, celle qui a vraiment fait sortir le sujet, je dirais, dans les grands médias. Et puis c'est un vieux sujet qui date dans les années 20, dans les années 30, des gens qui ont essayé de faire conduire des voitures en suivant des fils magnétiques qui sont dans la route par exemple, ou tout simplement c'est tous les mécanismes qui nous aident à conduire et qui peuvent plus ou moins prendre le contrôle ou juste nous aider, éviter des accidents et autres saloperies. Donc les voitures automatiques, les voitures autonomes, gros sujet, ça fait depuis le début des années 2000, 2004, 2005, le DARPA, département de la défense américain et de la recherche, ils ont lancé des challenges. Ils ont demandé à ce que des différentes équipes proposent des voitures autonomes et qu'elles puissent faire un challenge, c'est-à-dire faire un circuit donné, déterminé. Alors, c'était dans des déserts au début, on ne prend pas trop de risques. Ouais, le DARPA est un truc militaire, donc ça les intéresse carrément. De pouvoir faire du... Mais ils ne voulaient pas tuer les passants non plus, et donc effectivement ils ont demandé à ce qu'ils parcourent des centaines de kilomètres dans un certain temps donné. Au début ça n'a pas fonctionné, mais assez rapidement ils ont réussi à faire des choses, et les gens ont gagné, c'était des millions de dollars à l'époque, donc ça marchait pas si mal. Et aujourd'hui ça évolue d'autant plus grâce à tout cela, et aujourd'hui on a différents niveaux de technologie qui arrivent dans nos voitures. Alors ça va être du freinage assisté. Si votre voiture détecte que celle qui est devant vous est trop proche, automatiquement le véhicule peut commencer à freiner et pour éviter que l'accident soit trop fort, ou il peut même prendre le contrôle et carrément freiner avant que l'accident même ne puisse arriver. Ça c'est des mécanismes qui commencent à apparaître dans nos véhicules. On a le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse fait carrément partie de toute cette panoplie d'outils qui nous arrivent dans les véhicules et qui vont dans le sens du véhicule autonome. Donc très intéressant, moi perso j'adore conduire avec un régulateur de vitesse. Mon côté informaticien, je lui donne une directive et elle le suit. Alors rappelle juste ce qu'est un régulateur de vitesse. Eh bien je roule jusqu'à une certaine vitesse et je me mets à 90 km/h, j'appuie sur un bouton et le véhicule essaiera de garder cette vitesse. Moi, ça me stresse, le régulateur de vitesse, parce que je me dis que si un jour je freinais et que je freine dans le vide parce que le régulateur de vitesse est bloqué, je me prends un mur, quoi. Non, pour l'instant, les mécanismes sont quand même ultra simple et justement il est prévu à chaque fois le retour en manuel. Le contrôle de l'humain prime sur tout le reste et donc si jamais tu appuies que ce soit sur l'accélérateur ou sur le frein, le régulateur se désactive tout de suite. Donc, il y a eu des affaires de voitures coincées sur l'autoroute. Alors oui, et puis probablement qu'en plus il y a eu des accidents, des gens qui roulaient à 200 km/h, 250 km/h et qui clamaient que c'était le régulateur de vitesse qui s'était mal enclenché. Généralement c'était des conneries, mais on peut pas écarter ce genre de choses. À un moment donné, on enlève un petit peu de la capacité humaine. C'est comme des informaticiens qui font le code, donc on peut. Il y a forcément des bugs. Oui. Ça c'est nécessaire, on n'y coupe pas. Mais en attendant, et c'est une des grosses cibles de ces outils-là, c'est de favoriser la vie humaine, de garantir le nombre d'accidents très faible. Aujourd'hui, 95% des accidents sont considérés comme étant des accidents dus à des erreurs humaines. Donc si c'est 95% d'accidents, vous faites le calcul sur 4000 morts en France par exemple, si ces 95% d'accidents sont ne serait-ce que réduits, eh bien ça peut être quelque chose de phénoménal. Tu peux avoir quand même des erreurs de la machine. Et il y aura des erreurs de la machine, il y a des erreurs de machine, mais là par exemple, la Google Car, qui est un de ces projets très publicisés, eh bien ils ont des millions de miles en cours sans accident mortel et sans accident majeur. Et il n'y a qu'un accident pour l'instant où Google a admis sa responsabilité. C'était un bus qui passait devant le véhicule et que ce soit l'informatique embarquée mais aussi le conducteur qui est toujours présent, parce qu'ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui est derrière le volant. Dans les deux cas, ils ont pensé que le bus allait laisser passer la voiture autonome et ça n'a pas été le cas et la voiture autonome s'est tapé le bus. Donc c'est pas un accident majeur, il n'y a pas eu de mort, que de la tôle froissée et c'était un des seuls cas, enfin c'est le seul cas enregistré aujourd'hui qu'ils ont révélé, allez savoir, où il y a eu un accident, donc c'est difficile de tricher. C'est très surveillé. Il y a
beaucoup de miles, mais c'est pas les mêmes miles que justement le... Déjà, c'est sur les mêmes kilomètres. Alors, il y a un paquet de kilomètres, mais c'est toujours sur le même Et circuit. Voilà, c'est c'est surtout le sur même des routes circuit. qui ont été vachement cartographiées à l'avance dans les moindres détails. Voilà, et avec les employés de Google qui surveillent la voiture, c'est pas les mêmes miles que nous on va faire quand on va aller tous les jours au boulot avec la même route, on connaîtra par cœur. On va fermer nos yeux parce qu'on se dit c'est bon, la machine va s'en occuper et on va rien vérifier, c'est pas les mêmes. Alors, on y arrive et ça fait partie des problèmes, mais on y arrive. Il y a des véhicules qui en ce moment même ont des capacités d'autonomie de plus en plus élevées. Alors par exemple, alors je sais plus comment on appelle ça exactement en français, mais le vérificateur de ligne de conduite. Vous êtes sur une route avec des bons marquages au sol, et bien il y a un outil dans la voiture qui va superviser votre conduite et qui va vous dire attention, vous êtes sorti de la ligne du marquage au sol. Et ces mécanismes-là, eh bien, peuvent vous garder le véhicule sur l'autoroute et peuvent, avec la vitesse, le contrôle de vitesse, eh bien, peuvent vous emmener à bon port en rajoutant le détecteur de présence, c'est-à-dire le radar avant qui va s'assurer que vous n'emplafonnez personne devant vous. Vous pouvez faire de la distance en automatique, en autonome, assez tranquillement, sans trop prendre de risques aujourd'hui même. Alors, il y a des véhicules qui ont été activés dans ce sens-là, c'est les véhicules d'Elon Musk, où justement, c'est des voitures toutes électriques avec beaucoup d'intelligence embarquée et de l'intelligence qui peut permettre des prises de contrôle. Donc, je crois qu'il faut quand même des lignes blanches longues. C'est-à-dire que si tu as des lignes courtes. Oui, non, il y a plein de limites. Mais je suppose qu'en plus, ces lignes sont un petit peu effacées ou trop crado. Ça marche plus. Non, si elles sont cachées sous des trucs de neige, ça donc, marche pas. Et ça s'associe donc avec aussi le lecteur de panneaux. Il peut y avoir des panneaux le long de la route et il faut suivre la législation. Devant le panneau. Ah oui, non, mais là, c'est carrément c'est difficile. Détecteur de présence, infrarouge, mouvement, beaucoup de radars avec différentes technologies de radar, des choses particulièrement intéressantes, très pointues. Et là, ils ont activé dans les voitures électriques d'Elon Musk les systèmes de conduite autonome qui ne fonctionnent que sur certaines routes, les routes cartographiées par l'entreprise et qu'ils ont cartographiées avec minutie. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, les conducteurs faisaient trop confiance à leur véhicule, ce qui était un problème en soi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, c'est légal, hein, il y a forcément un conducteur avec un permis de conduire derrière le volant. En fait, ils font vraiment confiance à la technologie à un point qui est assez incroyable aujourd'hui quand on en entend parler. En fait, ça pose un gros problème par rapport à la vigilance, et notamment, en fait, la vigilance est extrêmement compliquée quand il ne se passe rien. C'est-à-dire que si tu es en train d'attendre un truc qui va arriver très régulièrement, effectivement, tu peux être vigilant. Si on te demande d'attendre dans un machin qui va arriver une fois toutes les 100 heures, par exemple, bah forcément, tu te fais surprendre à chaque fois. Il y a aussi le problème légal par rapport à ce que tu disais, c'est le problème légal de la responsabilité, exactement. Parce que le jour où il y a un accident et que ces gens qui ont tellement fait confiance, ils vont te dire, mais nous là, ils nous ont dit c'est une voiture autonome, mais ensuite, bon, évidemment, l'entreprise, elle va dire oui, mais on a toujours dit, c'est écrit en manuel, au petit en bas, qu'on doit quand même vérifier la route et toujours être prêt à reprendre, et voilà. Il faut quelqu'un de vigilant et de capable derrière le volant, mais là, ils se tranquillisent quelque part. Ceci dit, Google et pas que, je sais plus quelles autres sociétés, ils ont annoncé qu'ils prenaient en charge tous les torts et toutes les garanties, que c'était vraiment l'entreprise qui était responsable des véhicules. Ça va pas durer. Voilà, probablement, mais ils vont s'associer avec des assurances. On verra. Oui, j'ai une question. En fait, je me demande si ce principe de véhicule autonome n'est pas un principe tout ou rien. C'est-à-dire, si je prends une ville imaginaire, donc toutes les voitures qui circulent dans cette ville sont des voitures autonomes, la ville est bien quadrillée comme une ville américaine avec des angles droits et on touche pas, on refait pas des travaux toutes les 5 minutes et personne ne va fabriquer un garage qui va empiéter sur au bout d'une impasse, ce genre de choses. Donc, dans un environnement bien figé, bien régulier, où tout le monde a une voiture autonome, ça marche formidablement parce que tout s'enclenche, c'est-à-dire que les panneaux correspondent, les lignes blanches sont à la bonne longueur, les conducteurs tous les matins vont exactement au même endroit travailler. Ça me fait un peu penser à The Truman Show là. Alors que dans un système organique, donc par définition, des imbéciles vont traverser au mauvais moment sans regarder le feu, des gens vont mettre leur poubelle là où il faut pas, etc. Les gens garés en double fil. Voilà. Est-ce que vraiment il y a moyen d'insérer quelque chose d'aussi régulé qui a besoin de constance dans un monde qui est organique et imprévisible? Et chaotique. Théoriquement. En fait, c'est la dernière étape, honnêtement, et on n'en est pas loin. On avance là-dessus. C'est vraiment le véhicule qui est autonome dans toutes les circonstances. Et ça, cette dernière étape-là, il y a un travail phénoménal. C'est possible que ça prenne des années et des années, mais c'est pas forcément grave, parce que déjà, une autonomie, même si elle est que partielle et que dans des circonstances bien organisées, c'est déjà en soi intéressant. C'est en soi intéressant pour tous les transports, les camions qui sont sur les autoroutes, par exemple. Vous avez des environnements qui sont à peu près contrôlés, à peu près. Et déjà, cette compétence-là pourrait permettre bien de renverser des choix de société qui sont assez importants et de faire des choix de société qui ont un impact sur des milliers, des millions de personnes. Les millions de personnes qui travaillent et qui utilisent les véhicules dans des contextes professionnels. J'ai une question un peu méchante, mais donc je visualise un camion
camion automatisé qui va fonctionner à l'électricité parce que voilà, il faut que ce soit de l'électricité renouvelable, c'est plus sympathique, etc. Et puis ça va être un trajet assez codifié pour que ça fonctionne. Donc pourquoi pas mettre des rails en dessous et appeler ça un train? L'infrastructure, ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Voilà. Et le camion, il peut quand même sortir de la grande route et aller sur le petit chemin en automatique. Ça fonctionne. Ils le font notamment dans des zones de guerre. Il y a des transports, des camions de transport dans des zones de guerre. Donc c'est vraiment pas anodin. Et qui sont capables, à vitesse contrôlée, c'est genre 50 km/h maximum, parce que c'est sur des petits chemins, des petites routes, et ils sont capables d'aller d'un point à un autre sans que tout soit cartographié de manière très précise en autonomie. Ouais, la différence, c'est que s'ils pètent tout au passage, parce qu'ils sont blindés, et que s'ils abattent un muret ou un truc au passage, c'est pas forcément grave. Voilà. Disons que c'est moins grave. Mais ceci Et puis dit, c'est l'armée, s'ils en perdent de temps en temps, c'est pas trop grave. Oui, tout à fait. Mais si tu es capable de faire ça, et en fait on est dans ces étapes-là, et on sait qu'on va y arriver, c'est une question d'effort, et il y a des efforts qui sont démesurés, parce qu'il y a des enjeux qui sont considérables. Et justement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais aller, et terminer, c'est les enjeux de tout cela. Je pense que, donc, comme je vous dis, ils sont considérables, parce que tout simplement, on va organiser différemment la société. Une grosse partie de la société, on s'en rend pas compte, travaille par et pour les véhicules. Il y a un nombre considérable de gens qui construisent les véhicules, qui sont dans des sociétés, les Renault, les Peugeot, et toute la cohorte de petites entreprises qui leur fournissent des pièces, et c'est des centaines de milliers d'emplois. Toute la maintenance qu'il y a derrière. Et toute la maintenance, et aussi le fait que quand on achète un véhicule personnel, ce véhicule personnel, il va passer 95% de son temps sur une place de parking. Il y a eu des calculs qui ont été faits là-dessus, un véhicule personnel n'est utilisé que quelques centaines ou milliers d'heures sur sa vie. C'est environ 2000 heures de fonctionnement. Ce qui est pas énorme. Un véhicule professionnel, lui, quand on regarde un petit peu les correspondances, il est destiné à être utilisé un maximum de temps, quasiment tout le temps possible, et il est limité par la capacité à un conducteur de le gérer. Un taxi va tourner 8 heures par jour, en gros, parce que le reste du temps, le chauffeur, il faut qu'il vive, quoi. Il peut pas faire ça tout le temps. Or, si on passe sur des véhicules autonomes, eh bien votre taxi il peut tourner 24 heures sur 24. Si ce n'est pour des questions de maintenance, de remplissage, d'alimentation, il peut tourner 24 heures sur 24. Et c'est ça le changement de société que je vois poindre et qui à mon avis est perçu par plus de gens qu'on veut bien croire, c'est que là on va vraiment organiser différemment nos rues, nos villes, on va organiser différemment tous nos transports et toute la main d'œuvre qui est utilisée pour mettre en place nos systèmes de transport. Parce que hors des transports en commun, tous les transports particuliers ont vraiment un potentiel considérable et fondamental de changement. Et je pense, mais ça c'est une hypothèse de ma part, je pense qu'il y a en ce moment des discussions qui sont faites dans nos sociétés, sociétés occidentales, et qui parlent notamment du revenu de base, le revenu citoyen, et qui parlent du fait que le boulot, on risque d'en manquer. Mais vraiment de manière beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui. C'est pas 3 millions, 5 millions de chômeurs qu'on va avoir, c'est 75% de la population active qui n'aura plus de travail. Parce que bien sûr, les véhicules, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec l'autonomisation et avec les mécanismes automatiques qui peuvent remplacer les êtres humains, pour le bien ou pour le mal, ça c'est une autre discussion. Mais quand on voit ce qui se pointe, et à court terme, c'est vraiment quelques années, je pense que plein de gens réagissent et se disent que le modèle de société occidentale en tout cas, mérite d'être changé. Donc en gros, tu es en train de nous dire qu'on va tous se retrouver au chômage et qu'on n'a même plus besoin d'avoir une voiture en tant que particulier. C'est ça, directement ou indirectement, c'est bien ça. Et c'est un vrai changement. Alors sachant que, en gros, une technologie, c'est un l'emporte-pièce, mais en gros, il faut une génération pour qu'elle s'impose. Les téléphones portables, c'est une génération, donc dans la vingtaine d'années. Les premiers véhicules autonomes au sens actuel, je l'aurais tendance à les placer justement sur ces challenges d'ARPA. Et donc, j'aurais tendance à cibler, très relatif, et c'est forcément dans le futur, donc forcément faux, mais dans les années 20, 2025, 2030, j'aurais tendance à cibler cette période-là pour dire que les véhicules autonomes pourraient avoir un gros impact en termes de société. Alors, j'ai deux questions qui sont liées et qui sont très connotées. La première, est-ce que la voiture autonome est à la conduite ce que le transcodage est à la traduction? Et deuxième question, est-ce que la voiture autonome verra le jour quand l'ordinateur sera intelligent? Alors, l'intelligence n'existe pas. Tu me montreras que j'ai tort quand tu arriveras à la définir. Oui, c'est ma réponse à cette question. Ça marche très bien. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, je suis informaticien et je vois ce qu'on arrive à faire avec de la force brute, donc sans même avoir besoin d'intelligence, et la force brute peut résoudre à peu près tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Moi, il y a deux sujets qui me semblent importants. En informatique, toujours, il y a la règle des 80-20 qui dit qu'il faut 20% pour faire 80% du boulot et 80% du temps pour faire les 20% restants. Et je pense que sur ce truc-là, on va être pile dedans. C'est-à-dire que c'est une chose de faire tourner un proto avec une bande d'ingénieurs super intelligents et super motivés. C'en est une autre de faire tourner un truc en production avec une bande de gens qui n'en ont rien à foutre. Et ou pire,
dire qui ont envie de saboter le système. Dans ce que j'avais lu sur l'intelligence artificielle, il y avait des trucs sur la voiture autonome, et il y a un gars qui avait dit ces systèmes sont hyper faciles à troller. Il disait tu me prends un ballon sur lequel tu fais un sourire et 2 yeux, et le système va très rapidement l'identifier comme un visage, tu balances ton ballon et la bagnole va piler, et si t'en mets le long des routes, etc., ça va être le bordel. Il y a eu un exemple il y a quelques mois de ça, avec un des bots de Microsoft, je crois sur Twitter, qui était un bot intelligent. Mais là il était censé apprendre, etc. Et en une journée, il est devenu nazi parce que les gens l'ont trollé à fond. Tout à fait. Et donc les voitures autonomes derrière, tu imagines tous ces gens déjà un peu casse-couilles qui aiment bien traverser devant les bagnoles en prenant leur temps parce qu'ils font chier le monde. Et d'ailleurs, sur une bagnole automatique, ça va être hyper facile. Tu vas voir plein de choses comme ça. Et moi, dans mes prédictions, je pense qu'il va y avoir, ça va pousser très fort pour que ces trucs-là arrivent. Mais je pense qu'on va avoir énormément de surprises. On va se rendre compte que ça marche pas ou que ça marche mal. Et du coup, je pense qu'il va y avoir des contraintes sociales très fortes à adapter les comportements à la machine. Et c'est-à-dire que se mettre à faire le con sur le bord de la route, ça va devenir criminel. C'est déjà le cas. Hein. Honnêtement, si tu balances un ballon au milieu des circulations, tu vas avoir des gros problèmes, globalement. Et t'as oublié un autre risque, c'est aussi le piratage. Plus les voitures incluent d'informatique, il y a une question, plus il y a question de la fiabilité. Tu prends l'Autolib par exemple, qui est un système de bagnole partagé avec plein d'automatismes dedans. Je sais que toi et Mac, vous l'utilisez beaucoup. Franchement, sur tous les trajets que vous avez fait, combien de fois il y a eu des merdouilles? Une fois. Non, mais et des merdouilles. C'est parce que tu étais là. Non, mais une fois, ça n'a juste pas marché du tout. Mais combien de fois il y a eu des trucs où le machin ne marchait pas exactement comment ça marche? Mais ça, c'est parce que c'est du Windows qui est géré derrière. Non, mais c'est que arriver à avoir un système vraiment fiable. Non, on est d'accord qu'il faut des années, et qu'il va y avoir plein de problèmes. Bien sûr, il y aura des morts. Il n'y a aucun doute là-dessus, des gros bugs, des scandales, c'est clair. Mais la chose ça donne envie. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de doute là-dessus sur le fait qu'il y aura des scandales graves. Mais la chose qui est intéressante, c'est qu'on peut réduire de 95%, c'est une des cibles objectives, le nombre d'accidents. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut, enfin ces voitures autonomes, c'est acquérir de l'expérience qui profiteront à toutes. Beaucoup d'accidents et à force, elles seront les éviter. Il y a de ça. Hein. Le lien que Sébastien fait avec le sujet de Claire est tout à fait bon parce qu'il y a cette question de la création du sens. Voilà, je pense qu'on va avoir des surprises de ce côté-là. Oui, moi aussi, quand j'entends véhicule autonome, j'entends immédiatement autre chose, parce que c'est un terme connoté, j'entends conducteur dépendant. Donc je parle au nom des gens... Tu peux même dire que c'est plus des conducteurs, c'est des passagers. Voilà, donc oui, mais non, parce que... Passager, le volant à un moment donné. Alors là, on en est à l'étape suivante. Passager, c'est vraiment l'idée, par exemple, d'un taxi automatisé, etc. Là, je suis encore dans l'hypothèse dont tu parlais, l'hypothèse intermédiaire, où c'est ta voiture qui prend le contrôle sur ce que tu fais à certaines étapes, etc. On est quand même dans un monde qui cherche de plus en plus à déposséder les gens des décisions à prendre au quotidien avec les objets, et on pense que c'est pour leur faciliter la vie, mais premièrement, quand tu enlèves le sens de quelque chose, ce quelque chose devient ennuyeux, fastidieux, on a moins envie de respecter la règle. Je suis désolée, mais dans un monde qui ne m'accorde aucune valeur et qui ne me donne le droit de ne mettre de sens sur rien, j'ai moins envie de respecter le code de la route que quand le code de la route, c'est un processus humain, sociétal, etc. Le problème aussi, ça va être les gens, c'est qu'on n'a pas envie d'être dépossédé de notre cerveau en permanence. En fait, ça va à contresens. Alors ceci dit, je rajouterais moi là-dessus, c'est que si on avait beaucoup de voitures autonomes, il n'y aurait plus de code de la route. Les voitures pourraient rouler dans d'autres circonstances, avec d'autres règles, que nous les informaticiens on mettra en place. Ça peut avoir des conséquences éthiques intéressantes. Hein. Qu'est-ce qui se passe si sur la route, le véhicule va tuer une personne qui est devant nous, mais le véhicule a le choix entre deux vies, par exemple. Il y a une grand-mère et il y a une jeune fille. Est-ce que le véhicule doit choisir d'en cibler une plutôt que l'autre? Alors là, on revient à l'intelligence artificielle. On a déjà eu ce débat. Derrière ça, il y a quand même une question, c'est la prise de pouvoir des techniciens, des informaticiens sur la société et sur des sujets qui sont politiques, qui sont éthiques. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve ça merveilleux techniquement, mais effrayant en termes de société. Et il faut pas oublier une chose, c'est que dans certains domaines, comme le médical, il y a des comités d'éthique qui se réunissent avec très peu de techniciens et beaucoup d'autres personnes. Et là, je pense que pour toutes ces histoires d'automatisation, je suis désolée, mais faut pas que vous soyez en majorité dans la pièce. En même temps, enfin moi, je suis très partagé sur ces voitures autonomes parce que j'aime beaucoup conduire. Donc c'est pour ça que je suis partagé, c'est que d'un côté, j'aimerais pouvoir continuer à conduire pendant longtemps, mais de l'autre côté, si je mets de côté mon plaisir personnel de la conduite, je pense qu'en fait c'est le bon sens, parce que quand on voit les gens qui conduisent et ça, c'est n'importe quoi, et n'importe quel ordinateur
bien fait sera meilleur. Alors moi, je propose un truc aussi, c'est qu'on va automatiser les frigos, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas vous qui allez décider de votre dîner, hein, c'est le frigo, parce qu'il sait exactement ce qu'il vous faut et le nombre de calories, et ça a été calculé. On va aussi décider, par exemple, la voiture sera en panne tous les vendredis par principe pour que vous alliez à pied parce que vous n'avez pas fait assez de sport, et d'ailleurs, votre Google Control permanent l'a vu et donc décide, etc. Bon, et là, je pousse le fantasme jusqu'à la caricature, mais c'est un peu ça quand même qu'il y a derrière, c'est cette idée-là. Oui, mais là, je parle juste si la voiture marche bien, mais qu'on décide toujours qu'on veut aller là et que la voiture nous emmène là. De l'intérêt de maîtriser la technologie, qui est un vieux sujet de libriste. C'est ça, voilà, exactement. Après, si vous voulez pas conduire, vous pouvez prendre les transports en commun. Oui, mais ça résout pas tous les problèmes. Ça, c'est l'autre problème. Il va falloir qu'on s'arrête là-dessus, parce sinon on va déborder, y passer beaucoup trop de temps. Sébastien. Sujet intéressant qu'on réabordera sûrement.